Bonsoir, bonjour, bienvenue à cette émission, à cette énième sortie de ABTV. ABTV qui est la chaîne du peuple, la chaîne des peuples. ABTV qui est le média qui essaie de donner la parole à tout le monde, à ceux qui veulent parler, à ceux qui ont quelque chose à dire, à ceux qui pensent que le monde va mal et que le monde mérite d'être questionné. La gestion du monde mérite d'être questionnée par le peuple souverain, les peuples souverains. Le monde est dirigé par des personnes qui ont reçu un mandat, des mandats, qui ont reçu la confiance des peuples à mener à bien leur intérêt commun. Mais ces dirigeants sont parfois vertueux, parfois non. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a des démocrates, il y a des tyrans. Il y a ceux qui se servent au lieu de servir le peuple. Et le peuple se doit de faire son bilan et de questionner ceux qui ont reçu donc cette confiance pour mener à bien les affaires du peuple. Et ce bilan se traduit, ou disons, est manifesté à l'occasion des élections démocratiques, qui permettent de renouveler les représentations, les élections locales, mais aussi la plus grande élection, qu'on appelle l'élection présidentielle. Et à l'occasion de l'élection présidentielle, le peuple demande des comptes. Et les présidents sortants doivent faire le bilan. Et le bilan devra être jugé par le peuple, à effet de les reconduire ou de les renvoyer au village. Il se trouve que par des mécanismes bien huilés, ceux qui ont reçu la confiance du peuple et qui n'ont pas mérité cette confiance finissent par s'éterniser au pouvoir. L'éternisation au pouvoir est l'un des problèmes de la démocratie mondiale. Les contestations électorales sont légion partout. Elles le sont davantage dans des pays où les institutions démocratiques ne sont pas assises sur un socle solide. Et cette fragilité des institutions est voulue, entretenue par ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir. Il revient au peuple d'être déterminé à se faire respecter et donc à bâtir des institutions fortes. Ceci n'est pas une chose facile. Ce n'est pas un combat de tout repos, c'est un combat dur. Les dictatures, les dictateurs, les tyrannies, les tyrans sont les mêmes. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est régner par tous les moyens, à tous les prix. Et régner pour profiter de tous les avantages qu'accorde cette posture de chef d'État. Il y en a qui font bonne fortune de ces privilèges, d'autres pas. Il y en a qui ont une longévité assez importante dans cette posture antidémocratique et d'autres pas. Mais tout ceci, la longévité des tyrannies dépend d'une variable, plusieurs variables. Mais il y a une qui est immuable, qui est imparable, c'est la détermination des peuples. La détermination des peuples à se faire justice, à imposer à leurs dirigeants une conduite à tenir. Cette détermination des peuples conditionne justement la longévité des tyrannies. Donc, enfin, c'est de ça que vient l'expression « Dis-moi, qui es-tu, peuple ?» Je te dirai qui est ton dirigeant. Ou encore, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Oui, un peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Un peuple déterminé se débarrasse des dirigeants qui ne fonctionnent pas,
qui ne travaillent pas pour leur intérêt. Aujourd'hui, le Cameroun est à un autre tournant de son histoire. Une histoire faite de drames, de combats perdus, de bastonnades, d'aliénation. Oui, le Cameroun n'a connu que ça. Le Cameroun a connu la lutte des indépendances, la lutte de nos nationalistes qui ont été massacrés par le colon français, avec l'adoubement, la participation des nationaux. Et on a eu une indépendance arrangée, une indépendance tronquée, une indépendance factice. L'indépendance a été reçue par celui qui voulait le moins l'indépendance, M. Amadou Ahidjo, au détriment des nationalistes, des braves nationalistes qui étaient Oumyobé, Ernest Wandje, Osenda Fana, Abel King et bien d'autres. Qu'a fait Amadou Ahidjo de cette indépendance tronquée? Il a fait ce qu'il a pu avec ses moyens et à une période difficile. C'était un tyran, un peu éclairé, qui aimait quand même son pays, mais qui était prisonnier justement du moyen par lequel il accède au pouvoir, c'est-à-dire présidence donnée par le peuple, par la France. C'était donc un employé de la France. C'était un missionnaire de la France, Amadou Ahidjo, qui se soignait en France et qui a fini par être rattrapé par ses propres contradictions. Mitterrand, arrivé au pouvoir, s'est rappelé de ce que il a été renvoyé en France lorsqu'il venait plaider pour Ernest Wandje en 1971. Et en 81, il accède au pouvoir et il décide d'avoir la peau de Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo savait que son sort était scellé. On lui annonça une maladie incurable, à pronostic mortel à court terme, et qu'il fallait qu'il se repose et qu'il céda son poste à un dauphin. Et il trouva qui? Il désigna qui? Celui qui semblait être le plus malléable. Car lui, il allait maintenir la primauté du parti unique, du NC. Et il pensait qu'en étant chef politique du Cameroun, il aurait toujours les privilèges du pouvoir. Car le pouvoir, quand on l'a, on n'a plus envie de le lâcher, pour la plupart des êtres humains. Il nomma donc Paul Biya comme successeur, alors que personne n'en voulait. Tous ses collaborateurs, même son épouse, lui avaient déconseillé Paul Biya, mais il nomma Paul Biya. Paul Biya rapidement goûta au privilège du pouvoir et décida de s'émanciper. Ce d'autant plus que Mitterrand ne voulait plus sentir Amadou Ahidjo. À la faveur d'un coup d'État, vrai ou faux, qui étaient les commanditaires et autres, en 1984, Paul Biya, qui accéda au pouvoir 2 ans plus tôt, décida de se radicaliser. C'est ce qu'on nous dit. D'où son attitude aujourd'hui. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas parce que on ne peut pas être rancunier envers tout un pays, toute une nation, aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants. À l'époque, en 1984, quand il subit ce coup d'État, on était quoi, peut-être 10 millions d'habitants, ou même plus, je ne sais pas trop. Il y a des statistiques au Cameroun, mais vous ne pouvez pas prendre en otage et punir tout un peuple à cause d'un groupuscule qui a voulu faire main basse sur votre pouvoir.
Non, il s'agit simplement de la nature de l'homme. L'homme Paul Biya, un homme introverti, taciturne, silencieux, qui aime croquer la vie et qui l'a bien croqué, qui n'a aucun respect pour la loi, car la loi, c'est lui. Le roi feignant, qui n'a su construire que sa conservation du pouvoir, en tenant compte effectivement des réalités de son peuple, un peuple égoïste, un peuple antipatriotique, un peuple qui n'aime pas l'autre, un peuple jaloux, un peuple qui aime les honneurs, soit pas pour l'autre, un peuple qui n'aime pas la beauté du développement, mais s'accommode à la saleté du sous-développement. Ce peuple-là, Paul Biya l'a compris. Et il a construit l'éternisation de son pouvoir, en tenant compte justement de ce peuple qu'il défie tous les jours, à qui il a dit, ou à propos de qui il a dit à son patron français, ne dit pas pouvoir qui veut, mais qui peut. C'était François Hollande, lors de sa visite au Cameroun. Et voilà donc l'homme qui a hérité du pouvoir d'Amadou Ahidjo. Et il a doublé le record d'Amadou Ahidjo, qui a fait 22 ans. Lui, il en est à 43 ans. Une éternité. Les enfants sont nés, ont grandi, se sont mariés, ont eu des enfants. Paul Biya est toujours au pouvoir. Et le peuple camerounais s'accommode de ça. Le peuple camerounais s'accommode de l'inacceptable. Le peuple camerounais s'accommode de ce qu'on a vu nulle part au monde. Oui, nulle part au monde. Un président a 93 ans, en ayant fait 43 au pouvoir en tant que président, mais plus de 60 ans dans les arcanes du pouvoir. Non, ça n'existe pas. Aucun pays au monde n'a un dirigeant de 93 ans. Aucun pays au monde n'a un dirigeant de 93 ans qui brigue un 7e mandat pour arriver à 100 ans. Ce n'est vrai qu'au Cameroun. Le peuple camerounais, ne serait-ce que pour ça, on ne peut pas avoir honte. Ceux qui voyagent savent que une fois que vous présentez comme étant Camerounais à l'étranger, on vous parle de Paul Biya. On vous parle de Paul Biya. Paul Biya est devenu la curiosité mondiale, la curiosité planétaire. On ne vous parle plus du sport. On ne vous parle pas de Ngannou. On ne vous parle pas de Roger Mila. On ne vous parle pas de Thomas Nkono. On ne vous parle pas de Makanaki. On ne vous parle pas de Etofis. On ne vous parle pas. Non. On vous parle de Paul Biya. Peuple camerounais. Et il y a des raisons exogènes et endogènes qui expliquent cette longévité abyssale, qui explique cette sérénité d'un régime qui a toutes les raisons pour se faire en touche. Mais le régime est serein. Le régime avance progressivement, pas à pas, vers sa conservation du pouvoir. Avec un peuple spectateur, un peuple attentiste, un peuple qui regarde, un peuple qui commente, un peuple qui bavarde, mais qui n'agit pas. Le peuple camerounais bavarde, mais n'agit pas. Il bavarde dans les réseaux sociaux et ne pose pas des actes dans la vie quotidienne. Et quand il pose même des actes, c'est des actes débiles, comme on a vu aujourd'hui, où on nous annonce que des jeunes, la jeunesse, il y a apparemment un programme politique. Cette jeunesse est allée donner 43 millions à Paul Biya pour payer sa caution.
Le ridicule ne tue pas le Camerounais, ça on le sait. Mais il y a des limites même au ridicule. Il y a des limites au ridicule. Nous allons donc ici aujourd'hui essayer un peu d'énumérer et d'expliquer les raisons endogènes et exogènes de la conservation du pouvoir au Cameroun. On ne bat pas le record Guinness de la longévité au pouvoir comme ça par hasard. Il y a bien des éléments. Il y a des éléments explicatifs qui nous permettent de comprendre comment est-ce possible, pourquoi est-ce possible et qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui est quand même finalement important. Comment faire pour casser la spirale? Comment faire pour ôter au Cameroun la malédiction Biya? Comment faire? Et pour cela, nous devons identifier les raisons. En attendant que les gens se connectent à nouveau, que vous partagez cette petite émission d'approche sémantique, sémiologique de la malédiction camerounaise. Partagez, partagez, partagez. Et je vous repasse le générique. On fait une petite pause musicale et je vous reviens. À tout de suite. À très vite. Donc, vous avez un chef d'État qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui a pris le Cameroun dans un état socio-économique assez stable. Nous ne connaissons pas sur le plan sociologique, nous ne connaissions pas l'exacerbation du tribalisme. Les Camerounais vivaient en harmonie dans toutes les régions, dans toutes les villes du Cameroun. Il y avait de petites railleries entre communautés, mais sans plus. Aujourd'hui, le thème sur le tribalisme est l'un des plus débattus dans la société camerounaise. C'est dire si le vivre ensemble a foutu le camp. Mais le président est toujours en place. Il est là et il semble, pour certaines personnes, être le chantre du vivre ensemble. Il semble être celui qui maintient les communautés camerounaises dans un certain équilibre, un équilibre qui est effectif. Je me souviens d'une interview de M. Eric Tchinger qui nous disait que quand il était responsable de la Banque mondiale a voulu aider les pays africains et il fallait que chaque pays donne ses désidérata. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme soutien dans quel domaine? Et les pays ont donné
leur desiderata y avait sur le plan économique, sur le plan, je sais pas trop, culturel, touristique et autres. Et le président Paul Biya demandait que la Banque mondiale, je pense que c'était bien la Banque mondiale, soutienne son action pour combattre le tribalisme. Monsieur Paul Biya. Ce qui veut dire que le tribalisme était une préoccupation pour lui. Mais nous savons ce qu'est le Cameroun. On ne peut ne pas être comptable d'un bilan, enfin du bilan d'un pays dont on est le garant, le patron, le président. On est comptable de ce bilan. Et en plus, quand on voit les actes qui émanent directement de M. Paul Biya, on se demande qui est le plus grand tribaliste du Cameroun. Les décrets qui nomment les personnes en responsabilité, les décrets présidentiels, on a qu'à regarder la répartition des décrets en termes de sociologie. Quelles sont les personnes qui tiennent les rênes de l'État, tant sur le plan économique, financier, sécuritaire, les postes de commandement, quand on fait la répartition, la région natale de M. Paul Biya, ou les deux régions les plus proches, le centre et le sud, à elles deux, ces deux régions réunies, ne font pas le 5e de la population camerounaise et du territoire camerounais. Maintenant, allons regarder ces postes régaliens. Quelle est la proportion des personnes issues du centre et du sud par rapport aux autres régions? On comprend très vite que M. Paul Biya est le responsable du tribalisme au Cameroun. Sur le plan économique, Paul Biya hérite d'un pays qui était prospère, un pays où il y avait une floraison d'entreprises nationales camerounaises, toutes ont fermé, ou presque. J'ai envie de dire, toutes ont fermé. Le chômage est galopant. Le Cameroun, avait un fleuron qu'on appelait Camer, la compagnie aérienne camerounaise, qui allait à Londres, à Paris, à Rome et dans quasiment toutes les capitales africaines. Aujourd'hui, la dépouille de Camer, qu'on appelle Camerco, a de la peine à faire Douala-Yaoundé. C'est ça le bilan de M. Paul Biya. Le Cameroun vit dans la poubelle. Le Cameroun n'a plus une fourniture en électricité conséquente. En eau potable, il n'y a plus. Les routes camerounaises ont de bitume que le nom. Elles sont toutes dans un état de délabrement avancé. Les villes camerounaises, si on veut parler des villes, ne ressemblent à rien. C'est des gros villages. Une honte. Le Cameroun est une vraie poubelle. Mais le Cameroun a un président qui est, a priori, le plus aimé, le plus plébiscité par sa population dans le monde. Comment on explique ça? On explique ça par un certain nombre de mécanismes mis en place par le pouvoir de Paul Biya pour se maintenir. Premièrement, il faut affamer le peuple. Il faut affamer le peuple, il faut paupériser toutes les couches sociales, toutes les professions sociales. C'est la pauvreté la plus avilissante. Vous devez être pauvre et vous débrouiller. Uniquement vous débrouiller. Dans cette débrouillardise précaire, vous trouvez votre salut lorsque vous faites allégeance
à un pouvoir tentaculaire, ou du moins au, euh, à une influence la plus inimaginable. Le pouvoir de Paul Biya a des relais. Et chaque relais a une parcelle de pouvoir qu'il sait bonifier à son profit. Et vous avez donc au Cameroun, quelles que soient les professions, des populations, des travailleurs, des employés, des hommes qui doivent leur survie à l'allégeance au pouvoir. Quelle est la profession camerounaise qui peut bomber le torse? Il n'y en a aucune. Aucune profession au Cameroun ne peut se dire nous sommes bien lotis. Et c'est donc le chacun pour soi, Dieu te pousse. Prenons la profession des enseignants universitaires. Combien d'enseignants universitaires sont capables d'accepter le micro d'un média pour venir donner un avis contraire à la volonté du pouvoir, à la volonté de Famé Ndongo, le ministre de l'enseignement supérieur, qui est missionné par le régime Paul Biya pour anéantir le fleuron de la pensée d'un pays. Le lieu par excellence où on réfléchit, l'université. Combien d'universitaires peuvent critiquer le régime Paul Biya? Combien? Seuls les suicidaires le font. Et au prix de leur vie, au prix de leur carrière. Oui, Paul Biya se souvient des années de braise, de la contestation des années 90 et même avant, à l'université camerounaise. Et il sait que les mouvements de contestation les plus structurés, les plus menaçants pour le régime, viennent des campus universitaires. Il a donc mis sa meilleure créature, celui qui est prêt à tout pour défendre ses privilèges, M. Famendon. Il est au ministère de l'Enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. Et les universitaires qui évoluent à contre-courant sont bastonnés, sont malmenés, voient leur carrière mis en berne. Une partie de leur salaire, qu'on appelle prime de recherche spéciale, qui est trimestrielle, qui est quand même humain non significative, complétant un maigre salaire, qui peut aller de moins 300 000 à 700 000 francs pour les 3 mois, qui crache sur ça lorsqu'il a un salaire mensuel de 500 000, qui cracherait sur ça. C'est beaucoup. Et ça, c'est Famé Ndongo qui gère ce budget. Donc, il vous l'enlève quand il veut. Dès que vous commencez à un peu mousser, on vous supprime ou on vous suspend ce complément salarial. Et ça éteint beaucoup de velléités. C'est ça, Paul Biya. Quand il dit à François, François Hollande, ne dit pas pouvoir qui veut, c'est pas parce que Paul Biya est le Kagame camerounais. Ce n'est pas parce que il est le Donald Trump camerounais. Donald Trump que les Américains ont voté massivement parce que il travaille pour eux. Ce n'est pas Lula du Brésil qui a été reconduit après avoir perdu une fois l'élection. Il est revenu parce que les Brésiliens se sont souvenus qu'il n'était pas si mal que ça, ou du moins qu'il était meilleur que Bolsonaro, qui l'a remplacé. Non, Paul Biya vous dit ne Dieu peut pouvoir qui veut, parce qu'il a mis des mécanismes qui ont
rendu muet d'intelligence camerounaise, d'universitaire. L'université camerounaise, c'est un vaurien, un peureux. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir ma carrière progresser. C'est ça l'université camerounaise. Et quand vous avez bloqué ce levier de contestation, vous avez fait 40% du boulot. Et avec l'université qui se tait, qui se planque, qui se meurt, qui est en agonie, Paul Biya a verrouillé 40% de la contestation. Et il faut aller loin. Il faut prendre qui? Prenons le judiciaire. Prenons le judiciaire. Et dans le judiciaire, je prends et les avocats et je prends les magistrats debout et de siège. Debout, c'est-à-dire les procureurs, de siège, c'est-à-dire les juges. Vous êtes dans un milieu où la corruption est un cancer. Corruption parce que c'est des pauvres types. Regardez l'avocat. On ne prend pas les barreaux, les grands, ceux qui ont des cabinets qui prospèrent. Mais l'avocat moyen lambda qui sort de l'école, qui se débrouille, c'est un pauvre type. Aussi pauvre que le médecin. Ces deux professions qui étaient des professions nobles quand on était gamin, aujourd'hui, ces professions de vent du pied, de laisser pour compte. Vous voyez aujourd'hui un médecin, vous arrivez dans le cabinet d'un médecin, ben, votre maladie s'aggrave. Vous voyez sa tenue vestimentaire. Vous voyez la consistance de sa peau, son look. Vous savez qu'il pleure, il souffre, il ne faut rien. Il ne rêve que d'une chose, d'aller au Canada. Et vous pensez que celui-là, il a quelle connaissance dans le cerveau? Il a appris dans la souffrance, dans les conditions qu'offre l'université de Douala ou d'ailleurs au Cameroun. Il a faim. Quelqu'un qui a faim va apprendre quoi? Et il apprend quoi, où, dans quelles conditions? Dans des hôpitaux mouroirs qui n'ont rien. Paul Biya l'a fait exprès. Abaisser la qualité de connaissance du peuple équivaut à le maintenir dans la précarité et le rendre servile. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé ne comprend rien. Ventre affamé a une qualité de discernement plus bas. C'est ça le médecin camerounais, c'est ça l'avocat camerounais. Les juges, ils savent rien. Ils savent pas lire le droit. Ils n'ont jamais lu le droit. Très peu ont lu le droit. Ils lisent les enveloppes qui leur sont données. Dans des affaires les plus simples, sans équivoque, on vous donne un jugement qui vous renverse et sans scrupule. Pourquoi voulez-vous que les juges aient un scrupule lorsque leur patron, Clément Tangana, n'a pas de scrupule quand il se rend incompétent à rendre le droit dans une affaire où lui seul a la compétence? Pourquoi voulez-vous que les autres juges aient des scrupules? Pourquoi voulez-vous qu'ils aient des scrupules lorsque le premier magistrat d'un pays floue toutes les lois, même la loi fondamentale? Paul Biya n'a respecté aucune loi, aucun article de la Constitution. Paul Biya n'a respecté. L'article 1 qui veut que les institutions camerounaises ont leur siège au Cameroun, le président Yaoundé, au palais des Taudis. Paul Biya a régulièrement enfreint cet article en allant dormir
à l'hôtel intercontinental Genève, en se faisant envoyer, ramener des dossiers là-bas, des affaires camerounaises à traiter à Genève. Il est en porte-à-faux avec la Constitution. Je ne parle pas de l'article 66, déclaration des biens, qu'il n'a jamais déclaré. Je ne parle pas de l'article qui dit que les élections municipales et législatives se tiennent de manière rigoureuse tous les 5 ans, à une période bien précise, ne peuvent être reportées qu'en cas de danger de la nation. Il y a quel danger qui justifie que les élections de février 2025 soient reportées à 2026? Qu'est-ce qui justifie ça? Et ce n'est pas la première fois que Paul Biya proroge le mandat des députés. À la dernière législature, il a fait. Il a toujours fait, en flagrant délit de non-respect de la Constitution. Paul Biya, c'est le plus grand brigand du Cameroun, le plus grand malfrat, celui qui n'a rien à cirer avec la loi. Il ne la connaît pas. Il ne veut même pas la connaître, car la loi, c'est lui. Et le peuple observe. Le peuple jacasse. Le peuple s'entre-déchire dans des directs TikTok de communauté, de communautarisme, de tribalisme. Tournant le dos à la vraie question. Comment on fait pour maintenir au pouvoir l'homme le plus détestable, celui qui nous déteste suffisamment? Comment on fait? Comment vous faites? Au point où les gens sont capables de dire que bêta lui, si c'est pas mon candidat bêta, Paul Biya. C'est ça le peuple. Le peuple est donc pauperisé. Aucune profession. Je ne vous parle même pas du journalisme, le quatrième pouvoir, des pauvres types, des affamés. Bien entendu, comme moi je suis affamé, moi médecin, je suis un affamé. Moi, enseignant universitaire, je suis affamé. Quand j'ai un salaire de 500 000 à peu près, professeur agrégé, mon collègue ivoirien vient avec au minimum 2 millions. Sénégalais, 2 millions minimum, au même grade universitaire. Qu'est-ce que vous voulez? Le médecin camerounais, il gagne combien? Le jeune qui sort, qui est pris à fonction publique, il est dans les 300 000. Son collègue sénégalais vient avec minimum 1,5 million. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez que Pobia ne sait pas ça? Vous qui le soutenez, vous qui dites que bête à lui, vous êtes sérieux? Pobia vous affame. Il sait qu'avec ça, il vous tient. Et il vous rationne la santé. Les plus chanceux bénéficieront d'une évacuation sanitaire. Les plus chanceux. Et dans les plus chanceux, il faut déjà être quelqu'un. Le non-aime ne peut pas bénéficier d'une évacuation sanitaire. Or, dans la ligne budgétaire du Cameroun, il y a un service au ministère de la Santé en charge justement la question de l'évacuation sanitaire. Il faut remplir certaines conditions. Ces conditions, vous les connaissez. On sait que quand vous serez un des élus, comme Frondi a été, comme Mathias Onangini a été un des heureux élus, comme Sombanak a été un des heureux élus, vous allez faire allégeance à vie. Le rationnement
de la santé fait partie des leviers du maintien du pouvoir d'un tyran. Paul ne vous donne pas l'éducation, il ne vous donne pas la santé, il ne vous donne pas l'information et vous êtes confisqué. Oui, l'information, la bonne information doit être donnée. Elle est donnée par les journalistes. On a une petite chance qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Mais restons sur les médias classiques que nous tous nous regardons. Nous regardons les débats télé de dimanche. Nous regardons les informations le 20h de tous les jours. Nous abreuvons de ça. C'est ça une république. Et qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe des choses terribles. Je vais vous montrer là maintenant un élément sur la visite du nonce apostolique au palais des Tutsis. Il aurait été reçu. Je parle au conditionnel. Moi, je suis un journaliste du quartier. J'ai appris mon journalisme au Quad. Et je me débrouille comme ça ici avec vous. Mais mon journalisme du quartier m'apprend quand même certaines exigences, qui sont des exigences universelles. Quand on fait un reportage sur un élément, on commente l'élément. Et on commente tous les aspects de cet élément. Quand on nous montre une image comme celle-ci, Ce journal par cette actualité qui nous vient du Palais de l'Unité où le président de la République a accordé une audience ce mardi 15 juillet à Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun. La rencontre s'est tenue dans un contexte diplomatique marqué par l'accession récente de Sa Sainteté, le pape Léon XIV, au trône de Saint-Pierre. Ce tête-à-tête marque ainsi le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre le Saint-Siège et le Cameroun, fondé sur un partenariat historique en matière de paix, d'éducation et de cohésion sociale. Mais cette audience revêt aussi une dimension hautement symbolique. Il s'agit de la toute première apparition publique du chef de l'État depuis l'annonce il y a quelques jours de sa candidature pour un 8e mandat présidentiel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. quand vous avez ça, où vous voyez juste deux photos, c'est-à-dire des images figées, et on vous explique que le chef de l'État a reçu la visite officielle d'une personnalité étrangère, en vous montrant juste une photo, pas une vidéo. Vous ne voyez pas le chef de l'État marcher, partir de je ne sais pas trop où, rentrer au salon où il va recevoir donc cet invité, il va le saluer, il va discuter avec sa gestuelle, euh, son, son intonation, les décibels de sa voix. Vous n'avez aucune idée, aucune image. Un média qui accepte de recevoir du palais présidentiel juste des photos à montrer et une vidéo. Et que le journaliste ne soit pas capable de commenter le fait que le président n'ait pas été vu
en mouvement, dans une vidéo, que ce soit juste des photos, que le journaliste ne commente pas ça, en sachant qu'au quartier, il va le commenter. Mais pour le peuple pour lequel il travaille, parce qu'un média est là pour servir le peuple. Le média ne dit rien. Mais plus intéressant d'ailleurs, dans l'émission, le débrief du même média aujourd'hui, que la journaliste, pour donner du change à l'un des intervenants, justifie l'activisme du président de la République, essaye d'apporter la contradiction à l'opinion publique générale qui dit que Paul Biya n'est plus. Un président de la République est actif, ne dort pas. Et que la journaliste, pour ne pas la citer, Lil Piedjou, nous explique que mais le président, il signe des décrets, il a signé des décrets des généraux, il a reçu le nom apostolique, donc il est actif. Quand le journalisme en arrive à ça, vous comprenez que le peuple est foutu, le peuple est abandonné. Et là, on nous a dit que la jeunesse, c'est un programme politique. Je ne vous parle pas des personnes qui ont mon âge. Les deux journalistes du média querellé sont des jeunes dans la compréhension du Cameroun. Parce que dans la compréhension du Cameroun, tant que vous n'avez pas encore dépassé 45 ans, vous êtes jeune. Bon, allez, soit. Donc, voilà une jeunesse éduquée. Parce qu'un journaliste, ce n'est pas un illettré. Qui ne peuvent pas faire des analyses solides, qui questionnent la vacance de pouvoir au Cameroun, qui questionnent le caractère autocrate, qui questionnent la fémania gouvernementale au Cameroun, mais qui s'engouffre plutôt pour légitimer ce pouvoir qui n'a pas lieu d'être. Un journaliste qui commente des photos au lieu de commenter des vidéos. Et je crois savoir que la visite du nonce apostolique a été dynamique. Il n'y a pas de visite en photo. Une visite, c'est des mouvements. On voit quelqu'un arriver, être reçu d'ailleurs au perron du palais par l'autre qui est M. Paul Biya, qui reçoit donc au perron l'autre et qui va le raccompagner. Et entre-temps, ils ont discuté, on a entendu. Le Cameroun en est donc, je vais se contenter des images, peuple camerounais. Le Cameroun doit aujourd'hui se contenter des images. Et les médias camerounais valident ça. Et je tiens à vous rappeler que ces journalistes dont je parle ne vivent pas dans l'opulence, sont dans la débrouillardise, sont bastonnés par la vie, comme vous et moi. Bastonnés par les embouteillages dus à un réseau routier défaillant. Bastonnés par les coupures d'eau, d'électricité. Bastonnés par le choléra, par le paludisme. Bastonnés par tous les affres de la mauvaise gouvernance, sont bastonnés. Mais une fois qu'ils sont devant leur outil de travail, le mode de zombification est en on et ils se mettent à dépiter tout ce qui participe à satisfaire Chantal Biya et son amant Ngongo. C'est ça le Cameroun. Ne soyez pas, vous savez,
la vie, elle est simple à comprendre. Quand vous avez compris les raisons pour lesquelles une situation est pérenne, quand vous avez compris ça, vous ne vous en étonnez plus. Vous devez simplement aller maintenant vers comment je fais pour consécuter ces raisons qui font que le mec dure autant. Avec juste un espoir, se disant qu'il n'y a pas d'injustice éternelle, qu'il n'y a pas un dictateur qui est resté en poste avec un renouvellement de son système de manière éternelle. On a des noms, ils ont duré, mais une fois qu'ils sont partis, ils ont été remplacés. Et leur régime a été remplacé. Et donc, nous devons simplement partir sur le principe que Paul Biya, il a fait 43 ans. On ne peut pas effacer ça. 43 ans de tyrannie. C'est là, c'est indélébile. Mais maintenant, puisque ces relais sont en train de vouloir s'imposer, c'est là où nous devons casser ce processus. Le processus de passation de pouvoir par le gré à gré. C'est là. Et pour cela, nous devons tenir compte des faits. Les faits sont que les médias camerounais, les journalistes camerounais, dans leur immense majorité, roulent pour le pouvoir. Canal 2 international, un média que j'ai souvent apprécié, que j'ai toujours apprécié, pour lequel j'ai eu à faire beaucoup d'interventions. C'est un média qui roule pour Paul Biya. Par son contenu, la qualité de ses analyses, ce média roule pour Paul Biya. Peuple camerounais, vous le savez déjà, je voudrais juste apporter aujourd'hui un autre élément illustratif. Vous ne pouvez pas faire un tel reportage qui est une insulte pour tout un peuple. Vous ne pouvez pas imaginer la Côte d'Ivoire, imaginez le Sénégal, imaginez le Burkina, imaginez la France, faire un reportage sur la visite d'un chef d'État ou du représentant d'un chef d'État, car le Vatican, c'est un État, où une chaîne française montre juste 2 photos de Macron, peuple camerounais. Il y a des choses que nous ne devons plus accepter. Canal 2, un média dangereux. Canal 2 international, un média dangereux. C'est-à-dire qu'à la limite, je serais même encore plus clément avec des médias qui s'assument officiellement, tels que Vision 4, Info TV ou B-News. Ils assument qu'ils sont pour Paul Biya. Vous ne pouvez pas être un média qui donne l'impression d'être pour le peuple alors que vous êtes pour le pouvoir. C'est bien Canal 2 qui organise une élection Miss France où celle qui aujourd'hui fait office de chef d'État, Chantal Biya, vient mousser, vient se trémousser. C'est entre eux. Et quand ils ont fini comme ça, là, ils vont boire le champagne. Et pas les petits champagnes que nous achetons là, pas le Matango, le vrai champagne. Il vaut mieux l'assumer. Il vaut mieux que monsieur Chatoué, sénateur, il assume que lui, son média Canal 2, est pour le pouvoir et roule pour le pouvoir. Au moins, on le sait. Et lors de la reddition des comptes, quand elle va arriver, cette heure-là, chacun devra répondre de ses actes. Les médias
qui ont participé à la conservation du pouvoir vont rendre compte. Et beaucoup vont fermer. Et nous allons œuvrer pour que ces médias la ferment. C'est ça qui est ça. Vous ne pouvez pas vous moquer de la souffrance d'un peuple. Vous ne pouvez pas venir nous faire un reportage, 2 photos qu'on vous a envoyées, on va dire, bon, faites débrouillez-vous avec ça, faites ça. Non, on fait la vidéo. S'il n'y a pas la vidéo, on ne peut pas faire. Ou alors on fait un truc sans image. On ne fait pas. Et une fois que vous avez fait ça là, une journée de ce même média vient nous dire que vous avez dit que Paul Biya, il n'est plus les taux, il a signé un décret. Vous signez un décret. Soyons sérieux. Maintenant, on va juger la qualité de la présidence d'un chef d'État par le nombre de décrets qu'il a signés. On est sérieux là? C'est ça le journalisme camerounais? Signer un décret, c'est quoi? Signer un document, c'est quoi? Vous avez des conseillers. Un chef d'État a des conseillers qui eux-mêmes ont des collaborateurs. Ce n'est même pas le conseiller direct de Paul Biya qui prépare les trucs là. C'est son équipe. Il y a une équipe, il y a des chefs de service, machin, truc là, des attachés. Tant. Ils finissent par pas, ils donnent au conseiller. Il relie tout ça là, il a balisé, il a validé. Il va remettre maintenant à qui de droit? Peut-être c'est au SGPR. Qui lui-même, il fait confiance au conseiller. Il a lu un peu, allez pas, on va donner Chantal Biya. Chantal Biya, dans son livre, elle est en train d'enlever les couches pleines de déchets de son papa. Allez, elle a déjà appris à signer comme Popol. Ou du coup, bon, c'est bon, là, la signature, la signature électronique. Quand on a mis là, c'est parti, on dit que Paul Biya a signé. Paul Biya a signé. Et il a signé les décrets. Une journaliste, Lil Piedjou, vient nous dire que le président travaille parce qu'il a signé des décrets. Et quand le peuple naïf, sans discernement, entend ça, mais ça reste. Ah, mais pourquoi vous dites que Paul Biya est un peu là? La journaliste nous a dit que il est là, il a signé des décrets. C'est ça le problème. Et c'est le but du jeu. Voilà comment Paul Biya tient le peuple camerounais. Donc ça, vous devez le savoir. Ça fait partie des raisons endogènes de la conservation du pouvoir. Affamer le peuple, abaisser le niveau d'éducation du peuple, précariser le peuple, fragiliser la santé du peuple, rendre le peuple vulnérable. Et il devient psychologiquement dépendant. Dépendant du petit rationnement, des privilèges. Voilà. Et vous avez à côté de ça des hommes politiques. On reviendra sur les hommes politiques après. On va aborder le volet maintenant, les raisons exogènes. L'étranger. L'étranger. C'est quoi l'étranger? Quel est le rôle de l'étranger dans l'élection présidentielle camerounaise? Il vous souvient que récemment, il y a quelques jours, l'ambassade des États-Unis a pondu un communiqué. Un communiqué dans lequel il soutient le peuple camerounais. Il dit qu'il va être derrière le peuple camerounais dans les preuves qu'il rencontre à l'occasion de l'élection présidentielle camerounaise. Aucune chancellerie étrangère n'est
dans l'absence de connaissance du problème que pose le code électoral camerounais. Aucune chancellerie étrangère. Aucune chancellerie étrangère ne saurait prétendre ne pas être au courant que le régime en place confisque le pouvoir, confisque la transparence de l'élection présidentielle et veut se maintenir au pouvoir à tous les prix. Toutes les chancelleries étrangères le savent. Elles observent, elles prennent des assurances auprès de Paul Biya de ce que le régime va éviter le bain de sang. Pas que le régime n'aime pas le sang, pas que Paul Biya se préoccupe de la vie des Camerounais, mais parce que le régime assure les chancelleries du fait que le Camerounais, le peuple camerounais est si peureux que quand on va le sissier un peu, il va rentrer à la maison. C'est ça, en fait, la clé de la porte qui s'ouvre vers la liberté ou se ferme pour l'enfer du peuple camerounais. Les chancelleries étrangères ont juste peur d'une chose, qu'il y ait un soulèvement qui va entraîner un dérapage et un carnage. Et là, ces chancelleries seront comptables car elles n'auront rien fait. Elles n'auront pas anticipé. Et comme elles ont des assurances de Paul Biya que le peuple peureux là, ils vont rien faire. Donc, les chancelleries jouent les petits malins pour faussement rassurer le peuple camerounais. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre le communiqué de l'ambassade des États-Unis, que j'aurais pu vous lire. Je ne sais pas où je l'ai ici. Ce communiqué, j'aurais pu vous le lire là. Je ne sais pas si... Est-ce que je l'ai ici? Juste un instant. On va voir quelque chose. Mais vous le connaissez, vous l'avez vu. Il a largement circulé. Mais à la fin de ce communiqué, après avoir émis quelques réserves, quelques inquiétudes, l'ambassadeur des États-Unis promet d'être du côté du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire si on connaît en fait les enjeux d'une élection présidentielle dans un pays en pleine mutation, en plein désir d'émancipation. Lorsqu'on connaît les enjeux, lorsqu'on sait que toutes les nations étrangères viennent faire leur marché dans les autres pays, les États-Unis font leur marché en Europe, en Asie. Les Asiatiques font leur marché en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Les Européens font leur marché comme ils peuvent, là où ils veulent, mais surtout en Afrique. Chacun fait son marché là où il peut faire le marché. Et le marché doit être le plus rentable possible. Donc, un marché de dupes. Et pour avoir un marché de dupes, il faut avoir des gens qu'on peut duper. Si vous n'avez pas des dirigeants qui sont assez patriotes, qui aiment leur peuple et qui ont la fierté
vous êtes dupés. Je vais vous montrer 2 séquences avec le même acteur, Donald Trump. Donald Trump, dans, Donald Trump dans sa négociation avec le président ukrainien, où c'était échange entre, d'un côté, la sécurité, dont l'armement de l'Ukraine, et de l'autre côté, les minerais ukrainiens, c'est du donnant-donnant, c'est du deal. Il fallait négocier. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé au bureau ovale de la Maison-Blanche, du moins à la Maison-Blanche, de la présidence américaine. Le duel patricide, un duel de fierté, un duel d'hommes entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. On voit ça et on voit la réception qu'a offert Donald Trump à 5 chefs d'État africains. Et nous allons commenter et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que les États-Unis, le communiqué de l'ambassade des États-Unis, qui se dit du côté du peuple camerounais, c'est un faux communiqué. Il faut l'oublier. Il ne veut rien dire. D'ailleurs, il doit vous inquiéter. Allez, on va d'abord écouter la première séquence, celle-ci. I don't want a ceasefire. Have you said thank you once? You're not in a good position. You don't have the cards right now. Great television, I will say that. Cette discussion entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky devait se passer normalement. Alors comment cette rencontre a-t-elle tourné au vinaigre pour se transformer en joute verbale télévisée, en humiliation du président ukrainien et finir par sa mise à la porte de la Maison-Blanche? Voici le résumé complet de la discussion. I think it's the worst public Oval Office meeting that I have ever witnessed. Le but premier de la rencontre, c'était de finaliser un accord sur les minerais ukrainiens. En gros, pour rembourser l'aide américaine depuis le début de la guerre, Trump veut créer un accord sur l'exploitation des terres ukrainiennes riches en minerais. En échange, Zelensky, lui, veut des garanties de sécurité. Pour faire simple, on partage l'exploitation de nos minerais, mais vous nous protégez face à la Russie. Au début de l'entretien, les choses se déroulent normalement. La première porte sur l'accord. Dès le début, on aperçoit un déséquilibre. Trump se félicite de ce qu'apporte l'accord, mais il est déjà agacé par la question des garanties de sécurité. We talk about security. Everyone's talking about the other day. All they talked about was security. I said, let me make the deal first. I have to make the deal first. I don't worry about security right now. I have to have a deal. Le malaise commence déjà à s'installer juste après. À la 10e minute, Trump explique vouloir faire attention à comment gérer cet argent, remettant en cause la gestion de l'administration de Biden et compare l'aide américaine à l'aide européenne. What the Biden administration did was terrible. They were giving money, but they had no security on the money. Europe, as you know, gave much less money, but they had security. It was in the form of a loan. 12e minute, Zelensky prend alors la parole. They really gave a lot, Mr. President. They did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. No. Okay. Ensuite, 2 minutes plus tard, en répondant à une question assez générale d'un journaliste, Trump mentionne la nécessité d'arrêter la guerre en évoquant le nombre de morts qu'elle cause des deux côtés, insiste-t-il. Agacé, Zelensky place une phrase. Whether they're in Russia or Ukraine, think of the parents of all these people being killed needlessly. They came to our territory. Trump finit sa phrase, ne répond pas et distribue la parole pour la suite. Au bout d'un peu plus de 17 minutes d'entretien, Donald Trump désigne un journaliste qui a 2 questions en coupant la chic au président ukrainien qui décide de se taire. Mr. President, I've got 2 questions for you. Ce journaliste, c'est Brian Glenn, le correspondant à la Maison-Blanche et présentateur de Real America's Voice, un média d'extrême droite américain. C'est un moment important de la rencontre, puisqu'il demande d'abord à Trump s'il espère laisser derrière lui le souvenir d'un faiseur de paix. Ce à quoi il répond ceci. I hope it will. I mean, I hope I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this
to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. C'est la seconde question de Brian Glenn, après 19 minutes de discussion, qui va faire réellement passer cette rencontre à une sorte de joute verbale humiliante pour le président ukrainien. Why don't you wear a suit? You're at the highest, why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have dignity of this such- office. I will wear a costume after this war will finish. Yes, maybe one. Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper. Juste après, un journaliste du média d'extrême droite One American News pose cette question à Donald Trump devant Zelensky. What gave you the moral courage and conviction to step forward and lead that? Well, I love this guy. No, I appreciate your question very much. I feel I have an obligation to try and do something to stop the death. C'est après cette réponse que la discussion s'envenime. Zelensky s'impatiente devant les rires et les blagues et il veut répondre sur les garanties de sécurité. I will answer on more serious That's a good question if statement. I can. Yeah, so please, about security guarantees and about just ceasefire. We can't just speak about ceasefire and speak and speak. It will not work. Before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times. 25 times. But he never broke to me. He never broke No, to no, me. you were the president. Yeah. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. 32 minutes après le début de l'entretien, un journaliste demande à Trump s'il compte se rendre en Ukraine, par exemple à Odessa, une ville où 160 000 habitants ont été privés de chauffage et d'électricité après une attaque russe, une semaine avant la rencontre. It was my question. I don't want to talk about Odessa now. Let's not talk about Odessa. I want to talk about making a deal, getting peace. We don't have to talk about Odessa, but a lot of cities have been destroyed. A lot of cities that are not recognizable. There's not a building standing. No, no. And a lot of you have to come, things have Mr. to happen. President. You have to come and to look. No. We have very good cities. Yes, a lot of things been destroyed, but mostly cities alive, and people work, and children go to school. Sometimes it's very difficult. Sometimes closer to front line, children have to go to underground schools or online. But we live. Ukraine is fighting, and Ukraine lives. This is very important. And maybe it's Putin is sharing this information that he destroyed us. Après avoir parlé de Zelensky presque comme d'un enfant insolent, difficile à gérer, Trump est immédiatement défendu par son vice-président, J.D. Vance. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. Cette relance-là, ce « je peux vous poser une question » marque la fin après plus de 40 minutes d'une discussion jusque-là à peu près paisible. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. But after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of Et au bout de 45 minutes d'entretien, Donald Trump perd patience. You're not in a Mr. good Brown, position. I was You don't saying have the that. cards right now. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. what you're You're thinking about? gambling with What you're World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all backed you respect to your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today, have you said thank even- you? Offer some words of appreciation for What- the United what States of you're America speaking about. and the president who's trying to save your country. Regardez comment un chef d'État se fait malmener par ses hôtes, mais il résiste. Seul contre Donald Trump et Vance, le secrétaire d'État, plus les journalistes, comme une nasse, l'acculent. Mais Volodymyr Zelensky, fier de lui, fier de son pays, résiste et résiste sérieusement à ces secousses-là. Écoutez,
jusqu'à la fin. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. If mean, you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times that there, thank you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. People are dying. tell- Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. It's going to be a tough deal to make. Et en effet, le deal dont je vous ai parlé au début de la vidéo qu'il devait signer ce soir-là n'aura pas lieu pour le moment. La conférence de presse entre Zelensky et Trump, qui devait suivre la signature de l'accord, a été annulée et le président ukrainien a quitté la Maison-Blanche de manière prématurée. Alors, là, vous voyez, vous aviez suivi ça, quelque chose d'hallucinant, de jamais vu. Nous étions au cœur d'une dispute entre deux chefs d'État. Et chaque chef d'État défendait sa position, défendait son pays, défendait la fierté de son pays. Zelensky n'a pas cédé. Zelensky ne s'est pas planqué. Zelensky n'a pas fait les « yes, sir » que vous allez écouter tout à l'heure. Zelensky n'a pas fait ça. Zelensky, alors qu'il est en difficulté, alors que l'Ukraine est au bord du gouffre, l'Ukraine peut perdre la guerre si elle n'est pas aidée financièrement, militairement par les Européens d'un côté, les Américains de l'autre. Et les Américains sont d'un soutien indispensable et conséquent. Mais Zelensky n'a pas baissé la culotte. C'est ce qu'on appelle être un homme fier. Et les faits lui donnent raison aujourd'hui. Poutine qui semblait défendre plus les intérêts, autant pour moi, Trump qui semblait défendre les intérêts de Poutine, aujourd'hui traite Poutine de pas sérieux, de fou à la limite. Et il est même à l'offensive, puisque Trump, qui avait siphonné l'aide américaine, est revenu là récemment, il y a peut-être un ou 2 jours, à une aide qui avoisine ce que son prédécesseur, Joe Biden, avait accordé à l'Ukraine. Les Américains acceptent de donner des armes qu'ils refusaient aux Ukrainiens, des armes qui sont qui vont passer par l'OTAN, puisque de toute façon, c'est des armes qui sont déployées dans le territoire de l'OTAN et vont donner dans leur accord pour aider l'Ukraine. Et ils ont fini par signer ces fameux accords, alors que tout portait à croire que c'est fini pour Zelensky. Zelensky n'a pas baissé la culotte. Zelensky, c'est un homme fier. Et ça, c'est le propre des Blancs. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Le Blanc, ce n'est pas l'Africain. L'Africain, c'est quoi? L'Africain, c'est ça ici, là, que vous allez voir. C'est ça l'Africain. Vous me regardez. Face à Donald Trump, à la Maison-Blanche, 5 chefs d'État africains conviés ce mercredi par le président des États-Unis pour parler affaires, minerais et partenariats. Un mini-sommet États-Unis-Afrique. Le président libérien, Joseph Boakai, seul invité anglophone, prend la parole et Donald Trump s'émerveille. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table who can't speak nearly as well. Silence autour de la table. Donald Trump constate donc que le président du Libéria parle très bien l'anglais, la langue officielle de son pays. Est-ce une preuve d'inculture de la part du président de la première puissance mondiale, de mépris, ou un compliment sincère mais maladroit?
Et Joseph Boakai s'est-il montré trop docile lors de cette séquence? Au Libéria, la presse s'est fait l'écho de cet échange cocasse entre les deux chefs d'État. Les Libériens, eux, sont partagés. Quand Donald Trump pose cette question, c'est un peu comme se moquer de quelqu'un. Vous savez qu'une personne est originaire du Libéria et vous la provoquez en essayant de dire qu'elle s'exprime d'une certaine manière. Je ne sais pas comment lui l'a pris, mais franchement, Trump s'est vraiment moqué de notre président. Les gens ne comprennent pas les affaires gouvernementales. Boakai pouvait bien dire oui monsieur parce que Donald Trump est le président du monde. Et donc en tant que président du monde, il est le patron de n'importe quel autre président. Il faut donc toujours dire oui monsieur. Le Libéria est la plus ancienne république d'Afrique subsaharienne, fondée en 1822 sous l'impulsion des États-Unis pour des esclaves noirs affranchis. L'anglais en tant que langue officielle est un héritage direct de cette histoire commune entre les deux pays. Alors, donc, vous avez d'un côté le président ukrainien qui est fier de lui, qui dit monsieur, je suis fier de mon pays. Je défends les intérêts de mon pays. Vous ne pouvez pas me faire signer des accords qui sont pas à mon avantage, ou d'ailleurs, qui sont plutôt à mon désavantage. Et de l'autre côté, vous avez des chefs d'État, 5 chefs d'État, qui sont assis en face de Donald Trump, comme si Donald Trump était l'instituteur et eux, les élèves, qui font allégeance avec le président du Libéria qui dit « Yes, sir »,« Oui, monsieur ». C'est ce que ça veut dire, « Oui, monsieur ». Et vous avez un peuple libérien qui est partagé. Et c'est ça l'Afrique. Il y a une jeunesse qui se veut fière, comme la dame qu'on a écoutée, qui dit « C'est pas non. Vous n'appelez pas votre homologue, oui, monsieur ». Et vous avez l'autre Afrique, cette Afrique des ambiguïtés, cette Afrique étonnante, cette Afrique qui ne veut pas comprendre que le monde a changé, qu'il ne faut pas rester dans le passé africain, celui où on respecte de manière irrationnelle d'ailleurs les aînés, le plus fort. Non, il n'y a pas de plus fort quand il faut défendre les intérêts d'une nation. Une nation, c'est une place dans le vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Un pays, un vote. C'est de ça qu'il s'agit. Et dire que Donald Trump est le président le plus puissant du monde, donc il est le président des présidents, donc il faut l'appeler oui monsieur. Non, peuple africain. Tout ça, c'est fini. Il ne faut plus ça. Il faut autre chose. Il faut pouvoir avoir des dirigeants fiers qui défendent leur pays comme Volodymyr Zelensky a défendu l'Ukraine. Mais les Occidentaux n'aiment pas ça. Vous avez vu que Donald Trump, il était outré de savoir qu'on lui tient tête. Ils aiment dominer. Donc, vous imaginez qu'ils aiment prendre les Africains pour les faire valoir. Et voilà comment il a donc invité à la Maison-Blanche 5 chefs d'État comme des écoliers. Le président kenyan, William Ruto, nous avait dit qu'il n'aime pas ces rencontres. Afrique, Turquie, Afrique, Russie, Afrique, France, Afrique, États-Unis, parce qu'en général, quand ils vont là-bas, tous ces chefs d'État, on ne les parque dans un bus, comme des écoliers. Ils sont en rang serré, ces présidents.
Imaginez un sommet États-Unis-Europe où Macron, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, italien, sont parqués dans des bus et sont emmenés à la Maison-Blanche, assis en face de Donald Trump. Ça ne peut pas exister, peuple. Ça ne peut pas exister. Et voilà ce que les Américains veulent. Et voilà pourquoi je vous ai dit que le communiqué de l'ambassade des États-Unis est un faux communiqué. Puisqu'il s'agit ici là de remplacer un affidé, un poltron, un vassal de l'Occident, Paul Biya, par un vrai Camerounais qui veut défendre les intérêts du Cameroun. Tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, au lieu de risquer, favoriser quelqu'un qui va venir et qui va dire, écoutez, toutes autres choses là, c'est terminé. Moi, je m'aligne avec l'AES. Moi, mon modèle, c'est Ibrahim Traoré. Et ils ne veulent pas ça. Donc, ils vont vouloir la continuité avec le clan Biya, Chantal Biangongo. Ils vont vouloir ça. Les Américains vont vouloir ça. C'est ce qu'ils aiment. Ne vous méprenez pas. Donald Trump n'est pas venu là qu'il va venir développer l'Afrique. Barack Obama n'a pas développé son continent d'origine. Ce n'est pas Donald Trump. C'est faux. Et donc, à partir de là, les États-Unis vont soutenir Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est le patron du BIR. Le BIR est commandé par Israël. Le BIR est commandé par Israël. Le BIR, c'est Ngongo. Ngongo, c'est Chantal Biya. Ils ont donc le soutien des Israéliens. Israël, c'est les États-Unis. Il n'y a pas une alliance au monde qui soit plus fusionnelle que Israël-États-Unis. Donc, il suffit que Benyamin Netanyahou, qui va être démarché par Elon Musk, que vraiment, là, c'est nous qui sommes ici, là. Et ils nous ont tout promis. On aura même plus que ce qu'on a aujourd'hui. Netanyahou va appeler Donald Trump. Que bon, Cameroun, là, tu vois, c'est notre gars qui est là-bas et tout. Bon, on fait comment? Donald Trump dit, ça même, c'est les pays, comment ils nous avaient appelés? Donald Trump avait une expression là, lors de son premier mandat, en parlant de l'Afrique. Quelqu'un qui ne sait même pas que le Libéria était sous le joug des États-Unis, que c'est des esclaves américains qui ont créé le pays Libéria et que l'anglais, c'est une langue officielle là-bas. Ils s'en étonnent. Il n'a rien à cirer avec l'Afrique, c'est des sauvages. Les sauvages là-bas. Israël même n'a pas grand-chose à faire pour l'instant, mais bon, c'est notre frère qui est là-bas, donc donnons-lui. Donc, Chantal Biya est autant rassurée parce que c'est qu'elle a le soutien d'Israël et des États-Unis. Qui dit soutien des États-Unis dit soutien de l'ONU. Donald Trump appelle le secrétaire général de l'ONU, que bon, disons, suivait là-bas, mais il promet qu'il n'y aura pas trop de casse, il n'y aura pas un carnage, parce que apparemment le peuple là, c'est un peuple peureux, ils ne vont pas sortir et tout. Donc, mais au moins, pour que les chars de l'ONU se baladent un peu dans la ville là, pour effrayer les gens et tout. Bon, ok, vous me rassurez que c'est ça, d'accord. Allez, je vous donne. Voilà. Or, la France a déjà dit depuis qu'elle est là pour Chantal Biya. Par le biais du duo Mbonda-Yolo et Sarkozy. Vous voulez encore quoi? Vous allez compter sur qui? Vous allez compter sur qui? Quand vous avez les États-Unis, Israël, la France, l'ONU, pour Chantou, vous allez compter sur qui? Sur quelle intervention étrangère? Sur aucune. Donc, laissez-nous vos histoires là que, oh, machin truc,
les États-Unis ont dit que machin truc. Non, le peuple camerounais est face à son destin. Nous devons nous battre nous-mêmes. Nous devons nous battre nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un là qui va venir nous sauver. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous sauver. Et donc, par conséquent, soyons conséquents. Laissons les histoires de « Oh, il va sauf que être candidat. Il va sauf que être candidat. Oh, le pape du droit. Oh, la jeunesse. Oh, machin truc. » Pas de quelle jeunesse? Est-ce que vous savez que Cabral Libi n'est pas au Cameroun? Savez-vous que Cabral Libi n'est pas au Cameroun? Là où, actuellement, tout se joue à Elécam, avec un corps électoral convoqué illégalement, nous y reviendrons dans les prochaines éditions, et un délai qui court, il reste a priori peut-être 6 jours, où les gens vont se renseigner, quelles sont les pièces qu'il faut et machin truc, après il faut quand même déposer, et il y a quand même des symboles qui marquent, c'est-à-dire quand le candidat lui-même, pour ne pas faire comme Paul Biya, ou Paul Biya, le mourant, n'ira jamais, c'est quelqu'un qui va aller déposer son bulletin. Donc, les candidats d'opposition qui sont jeunes, qui disent que le seul programme qui compte, c'est la jeunesse, eux-mêmes ne sont pas là. Donc, si jamais ils vont même déposer, c'est quelqu'un qui ira déposer pour eux. Cabral Libi est en France. Au moment où tout se joue sur le plan politique au Cameroun, Cabral Libi est en France. Comment vous comprenez ça, peuple camerounais? Expliquez-moi. J'ai du mal à comprendre certaines choses. Là où il doit avoir des tractations physiques entre partis d'opposition, finalement, on fait comment? On continue nos bêtises, on va quand même finir par se dire que bon, c'est bon là, c'est bon, les gars là, vraiment, ils abusent, ils se moquent de nous. Maintenant, c'est les photos qui vont faire campagne. Tractation. Cabral Libi, Paris. Il n'est pas au Cameroun. Peuple camerounais. Vous voyez que j'embraye là maintenant sur l'autre pan. Toujours l'un des aspects endogènes du fait que Paul Biya s'éternise au pouvoir. Et il a décidé de donner la main à Chantou et son amant Ngongo. Quelle opposition? On a quelle opposition? Moi, j'ai suivi aujourd'hui mon camarade de classe, Maître Bébé, être d'accord devant M. Sambaka, l'un des piliers de l'appel de Douala. Dire que non, nous sommes vraiment pour le changement. Non, nous, on n'a pas de problème avec le changement, avec la coalition. D'ailleurs, ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est en face. C'est Nietzsche, l'honorable Nietzsche qui est venu nous dire que nous envoyons un communiqué que, bon, écoutez, là, il y a l'APC, bon, venez, mais quand vous venez là, c'est juste pour gonfler les rangs, mais c'est Camto, ou bien. Et que eux, ils ne pourraient pas être d'accord avec cette approche. On va, un jeu démocratique ouvert, et on voit, celui qui est gagnant, il passe. Okay. Ça, on peut comprendre ça. Mais comment on peut comprendre que, en même temps qu'on dit que vraiment, nous voulons la coalition, si elle est possible, mais un jeu ouvert. En même temps, on dit que la déclaration de Célestin Betzigui, qui dit que bon, les vieux là, les Paul Biya, les Issa Chiroma, les Bello Bouba, les Kamto, tous aller dehors, sont les jeunes. Et mon camarade de classe dit donc en même temps que non, nous on est pour ce discours, pour cette approche là, donc les vieux doivent être dehors. On se moque de qui là? Donc on est en même temps pour un jeu ouvert. En même temps, on est pour les vieux là, maintenant c'est la jeunesse. Quelle jeunesse? La jeunesse qui est dans à Paris. Jeunesse est à Paris. Les Cabral Libi à Paris. Les choses se jouent au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Tant que nous allons continuer comme ça, et ça, l'État, on les voit en
tous les camps. Peuple camerounais, cesse ton histoire de c'est mon champion. Même si tu le penses, ne le dis. On est fatigué de ça. Depuis que les Camerounais sont divisés en camps, au lieu d'avoir un camp, le camp de l'opposition, il y a des dizaines de camps. Depuis que vous défendez dans l'intérêt de votre champion, il faut bien ne faire qu'avancer. Il faut bien ne faire qu'avancer. Aujourd'hui, on nous présente des photos de Pobia en disant qu'il a reçu quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, j'apprends même qu'il a dit que non, j'ai trouvé un homme vigoureux et tout. Mais on n'a pas vu la vigueur. On ne nous la montre pas. De qui se moque-t-on? Mais, même avec les photos, eux, ils avancent. Pendant que nous, on fait du surplace. Les partisans de Cabral Libye est à Paris. Au lieu d'être à Yaoundé. Les partisans du professeur Kamto. Le professeur Kamto, personne ne peut jurer là aujourd'hui qu'il va aller déposer son dossier en tant que merci et que Essoussé va accepter ça. Personne là, vous et moi, personne ne peut jurer de ça. On a même tendance à dire que Essoussé ne va jamais accepter ça. Parce que le RDPC qui dirige a déjà décidé que Kamto ne se présentera jamais en tant que MRC. Donc, pendant qu'on gosse là, dans les lives en disant que machin, tout et tout ça là, nous avançons rien. Donc, moi, laissez-moi ces histoires-là. Il y a quelqu'un elle parle de Kamto. Non, je n'ai pas besoin de parler de Kamto. J'ai suffisamment parlé de Kamto. J'ai suffisamment soutenu la candidature de Kamto. Et mon soutien n'est rien face à la machination du pouvoir. Et vos soutiens ne représentent rien. Tant qu'elles sont juste derrière les claviers, il faut arrêter les bêtises. Là, maintenant, le peuple camerounais doit entrer en jeu. Chaque président de parti a fait ce qu'il a pu faire. Bien ou mauvais, chacun a fait ce qu'il a pu faire. Maintenant, c'est le peuple qui entre en jeu. Le peuple entre en jeu comment? Il se pourrait que, en réalité, le corps électoral a été appelé sur la base des gens qui sont inscrits jusqu'en décembre 2024, ce qui est illégal. Car ceux qui sont inscrits en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, doivent vérifier s'ils ont le carte électorale, s'ils ont le nom sur la liste. Si quelqu'un n'a pas son nom sur la liste, il doit aller même attraper Essoussé, ou si c'est ici à Paris, toi, ou à l'étranger, attraper. Allez attraper, vous avez raison d'attraper que ici, là, si ma carte ne sort pas, ça t'est là. Cessez de dire, oh, Kamto, machin, vous envoyez Kamto au Founo. Vous êtes normaux. Vous êtes normaux. Vous pensez que vous êtes malin. A toujours dit, oh, non, ça doit être, oh, Kamto, oh, machin, pour l'encourager, que bon, il a pour qui? Pour vous? Là, il a fait 9 mois de prison. Vous étiez avec lui? Quand il a été assigné en résidence surveillée à Yaoundé, vous étiez avec lui? Vous étiez le soutenir? Quand il a été enfermé un jour à Douala, après être rentré de Paris, auréolé par le succès du meeting de Paris, lui-même il pensait que bon, là, c'est bon, là, c'est bon. On lui a dit qu'il est petit. C'est bon sur quoi, là? On t'a déjà dit qu'on ne veut plus le pouvoir. Vous avez fait quoi? Vous êtes resté là à marcher vers le siège. On vous dit qu'il n'est pas là-bas, il est bloqué là-bas. Au lieu de chercher là où il est pour aller le chercher là-bas. Vous êtes resté là-bas. Peuple peureux. Peuple indécis. C'est maintenant que vous devez montrer que vous avez garçon. Là en bas, c'est maintenant. Déjà, on vous dit de vous inscrire, les gens attendent la dernière minute. Bon. Vous avez attendu la dernière minute, certains se sont inscrits
d'autres ne peuvent plus. OK. Vous faites quoi? Ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas leur nom, vous sortez paralyser les bureaux de l'ECAM. Et ceux qui ne sont pas inscrits, qui sont redevables, vous les accompagnez. Si c'est ici à Paris, moi-même, je vais vous accompagner. Si ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale, mais qui sont inscrits, mais ils n'ont pas leur nom, organisez une descente à l'ambassade. Moi, Aimé Boni, je vais être là. On va tout fracasser. Le truc qu'on appelle ambassadeur là, le bandit là, on va le prendre en otage. On va lui faire du sale. Si quelqu'un n'a pas son nom, alors qu'il est inscrit, là maintenant, peuple, laissez-nous les histoires que, oh, Camto, oh, Cabral, oh, machin truc. Le peuple entre en jeu maintenant. C'est maintenant qu'on vous attend. Et quand ça va être fait, même l'ONU, Trump, le Premier ministre israélien, Netanyahou, Macron, le SG de l'ONU, ils vont comprendre qu'ici, là, ils ont rencontré garçon. Que ça va plus se passer comme ça se passe souvent. Sinon, je vous dis, commencez à acheter vos cercueils parce que vous allez die. Vous allez die avec la misère, la mauvaise gouvernance de Chantal Biya, une barouman qui vient diriger un pays. C'est ça qui est ça. Hein. Donc maintenant, hein, ne suis pas là, oh, parle de Camto, fais la promotion, je ne fais la promotion de personne. Désormais, je m'adresse au peuple. Le peuple a des comptes à rendre. Le peuple doit démontrer sa détermination à ne pas accepter l'inacceptable. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va prendre des personnalités politiques camerounaises dans les prochains jours pour commenter justement la convocation du corps électoral, les enjeux, le dépôt des candidatures et la liste proclamée par Elekam sur ces candidatures, celles qui ont été acceptées, celles qui ont été invalidées et le contentieux qui va suivre. Nous allons régulièrement commenter ça ici pour avancer, mais avec toujours en point de mire le peuple qui ne peut pas rester spectateur de sa propre histoire. Cette histoire, c'est celle du peuple. C'est l'avenir du peuple qui est en jeu. Et le peuple ne peut pas confier son avenir à des gens qui n'ont pas plus de levier que le peuple. Monsieur Camto, il a quoi? Il n'a pas une armée. Il n'a pas une milice. Il n'a que son nom, son cerveau pour se battre contre une machine de guerre. Et tous les autres hommes politiques, pareil. Et vous avez toujours demandé, parle de lui, fait sa promotion. Promotion de quoi? On a dit que Grégoire, il a besoin on a fait des débats, mandat impératif, on a fait ça là, moi j'en ai fait, vous savez. J'ai organisé ça suffisamment. On a débattu ça. On en est où? On sait tous aujourd'hui que si M. Camto pas avait l'affaire que je suis le mandat impératif contre le droit du quartier, ça va même pas arriver ça va s'arrêter là chez les Soussets, que irrecevable. Quand il va vouloir aller au Conseil constitutionnel, le Conseil va dire que je ne suis pas moi compétent.
vous allez faire quoi? À un moment donné, il faut m'arrêter ces choses-là. Et quand je vois les influenceurs, les hommes bien au MSC continuer à faire des débats sur il est puissant, vous allez voir, machin, c'est ça. C'est ça. Un homme puissant n'est pas malmené comme M. Moïse Kamto est malmené. M. Moïse Kamto est malmené. Il a sûrement suffisamment de fierté. Mais il est malmené. Nous sommes là, nous jouons au fier sur Facebook. Arrêtez ça. Arrêtez les bêtises. Nous devons actuellement entrer en jeu. Et je vous dis encore que s'il y a 2, 3, 4 Camerounais qui n'ont pas leur nom sur la liste parisienne, qu'ils organisent quelque chose, qui viennent ici, qui montent sur une des émissions, qui le disent, on organise une descente à l'ambassade. Là, on ne va pas dire qu'on est passé par derrière. Non, de manière officielle. On demande, on va faire une demande d'autorisation à manifester. Et on va aller manifester devant l'ambassade. Et ces gens-là, ceux qui seront là-bas à l'intérieur, ils doivent seulement avoir acheté leur sac de riz pour dormir là-bas. Parce que la personne qui sort, on lui fait du sale. Et vous multipliez ça dans toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger. Les observateurs vont comprendre que l'affaire ici, là, ce n'est pas une affaire qui va se terminer comme ça. Donc voilà, chers amis, Django, quand pendant Django me dit, prof, il faut se battre pour que la candidature de MK soit acceptée. Moi, je te pose la question, Django, il faut se battre comment? Moi, je ne suis pas un surhumain. Je ne suis pas, j'ai pas une puissance divine. Il faut se battre comment? Parce que quand vous avez même des arguments comme ça, là, ça me conforte à l'idée que le peuple camerounais sait simplement pleurer. Au lieu de me dire, Django, au lieu de me dire que, bon, prof, on t'a compris, on s'organise là, on se renseigne, qui n'a pas son nom sur la liste électorale. Parce qu'il faut un argument juridique recevable. Qui n'a pas son nom? Voilà. On va aller séquestrer les diplomates. C'est ça qu'il faut se battre pour que la candidature MS soit acceptée. Il faut se battre. Il faut se battre. Depuis 6 mois, quand on nous dit, oh, dans le pacte du droit, non, le mandat impératif, il connaît, oh, voilà, ça donne quoi? Ça donne quoi? Les gens ne veulent pas changer de braquet. Les gens sont toujours dans les vieux trucs villageois. On appelle ça villageois. Il faut être villageois, c'est quelqu'un qui vit dans la joie. Professeur, il a gagné Bakassi. Non, je suis désolé. Moi, je l'ai toujours dit. Et je suis persuadé que si M. Maurice Kamto pouvait avoir une boule de cristal, il n'aurait pas pris la décision là de 2020. À un moment donné, il faut regarder les choses objectivement. Il a cru qu'il était dans un pays normal. Parce que dans un pays normal, on respecte la Constitution. La Constitution dit qu'il doit y avoir élection municipale avant l'élection présidentielle. Et que en février 2025, il aurait dû avoir des élections municipales et législatives. Donc, le MSC allait avoir des candidats et allait gagner au moins une place. Il a fait autrement. À un moment donné, ayez le courage de dire au moins que face à la tyrannie de Paul Biya, sur le film qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'était tactiquement pas bon. Au lieu d'être, oh, c'est le roi du pape, il connaît. À un moment donné, moi, je me dis que vous qui avez ce genre de raisonnement, en fait, vous êtes des bondoyolos, des faux profils. Un homme normalement constitué ne peut pas être toujours en train de dire que non, c'est comme on dit, tout le monde peut se tromper. Monsieur Kamto, c'est un être humain. Il peut se tromper. Il peut avoir mal jugé.
il a avoir eu un moment de faiblesse pour ne pas dire que Paul Biya là, il va me faire ça en envers. Et il va maintenant envoyer ces gens pour chauffer l'opinion, pour comprendre que l'article 121, machin truc, ça dit que patati patata. Or, on sait que si c'était le MLC qui voulait utiliser le mandat impératif nul et la transhumance, ils auraient utilisé ça, ils auraient trouvé des arguments justement pour dire que c'est bon. On le sait tous. Une fois qu'on le sait, on doit se dire que dans un environnement de banditisme, à un moment donné, il faut laisser que le droit, le parti droit, machin, tout est tournant. Il faut aller manche retroussée dans le cambouis. On dit qu'on bagarre tous. Et la bagarre, là, c'est le peuple. Chacun qui sait que il a allé s'inscrire, il n'a pas son nom. Si là, il ne vient pas bagarrer pour voir son nom, c'est que lui-même, il est pour Paul Biya. Linus Paul, je vais être calme. C'est pour ça que je ne vais pas te dire que je t'emmerde, parce que je vais être poli. Mais si tu fais encore une réflexion comme ça sur mon émission, je te bloque à jamais. Je sais que tu fais partie des gens qui passent beaucoup, je te bloque à jamais. Je n'aime pas les imbéciles dans mes émissions. L'imbécile, vous avez fait ça depuis 6 ans et demi. Aujourd'hui, je ne tolérerai aucun imbécile. Comprenez? Si vous n'avez pas été à l'école, ce n'est pas mon problème. Vous venez me raconter pourquoi tu fais du salaud MSC aujourd'hui là. Je dis que vous êtes des imbéciles. Un imbécile, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis. Il y a des gens qui disent que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Si vous ne voulez pas comprendre le petit français non compliqué que je vous parle et que je parle au peuple du changement, je dis que je vous bloque. Ici, là. Voilà. Et que je sais. Et d'ailleurs, les gens qui vont venir faire des commentaires désagréables sur mon panel, sur mon plateau, avec des faux profils, je les bloque. On vient chez moi parler en assumant son identité. Et moi, je ne suis plus là. L'heure n'est plus à dire qu'on est beau, on est les plus beaux, les machins. Non. L'heure est à la réelle politique. On fait comment pour dégager Paul Biya? On fait comment? Ça commence par aller savoir si vous êtes inscrit. Si votre carte d'électeur est sortie. Si elle n'est pas sortie, on organise des descentes. On prend en otage les diplomates. Les diplomates camerounais à l'étranger doivent être sous pression. Ils doivent être malmenés. Ils doivent être bastonnés. Comme ils savent nous bastonner. Voilà. Donc, chers amis, pour ce soir, c'est tout. On fera une émission, je vous dirai, demain ou après-demain, on aura un invité surprise, mais un invité de marque pour parler de l'élection présidentielle. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez optimistes, soyez déterminés. Revendiquez votre droit à aller voter pour ceux qui se sont inscrits. Ceux qui ne sont pas inscrits, allez accompagner ceux inscrits. Restez dans les bureaux de vote jusqu'à la fermeture, en ayant participé au décompte et en faisant un report du rapport de manière fidèle, acquis de droit. Nous ne pouvons compter sur personne. Nous avons vu qu'à un moment donné, que nous pouvons compter sur l'épiscopat.
sur l'Église catholique. Mais quelle déception. Avec le nom apostolique, qui vient parler des conneries. Alors que la seule question politique qui va aujourd'hui là, c'est l'élection présidentielle. Nous pouvons compter sur les États-Unis, sur la France, sur Israël, sur l'ONU. Nous pouvons compter sur eux. Comptez sur vous-même. Comptons sur nous-mêmes. C'est ça qui est ça. Je vous dis, sur ce, à très bientôt.